Face à face. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet autre Face à face. Vincent Beaulieu d'Agence BAM qui est avec vous autres. Je suis bien content de vous retrouver encore une fois. Merci de nous suivre. Merci de liker les podcasts qu'on met en ligne. Merci de nous faire vos commentaires. C'est toujours super apprécié. Vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes. On est maintenant sur iTunes. Vous pouvez nous écouter aussi sur Spotify et on est sur YouTube, la page Facebook de l'Agence BAM, de BAM Media, ainsi que mes pages personnelles. Donc, vous pouvez toutes nous retrouver finalement ces podcasts-là face à face sur les différentes plateformes et merci encore de nous suivre, de partager et bref, de parler de nous autres. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui fait partie de mon univers depuis aussi le début de ma carrière. Tu sais, plusieurs des gens qu'on a reçus à date sont des gens que je connais depuis longtemps et la personne d'aujourd'hui en est une que je connais aussi depuis longtemps. Il a influencé mon parcours. Il le sait pas tant, mais je lui dis beaucoup que je l'admire. Il a influencé mon parcours et c'est un gars qui a une feuille de route exceptionnelle. Puis je suis vraiment content qu'il ait pris le temps de se joindre à moi aujourd'hui. Cette personne-là, c'est Jean-Sylvain Bourdelet. C'est le directeur général et artistique du Centre des arts Juliette Lassonde. Alors, je l'amène dans l'écran avec moi. Salut Jean-Sylvain, comment ça va? Salut Vincent, vraiment bien, vraiment bien. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, vraiment. Hey, ben écoute, moi, c'est un honneur de t'avoir. Tu le sais comment je suis fan de Jean-Sylvain. Écoute, vraiment, je prends ça humblement, mais c'est très apprécié. Moi qui aime être plus dans l'ombre, alors. Oui, mais il reste que quand même, il y a des gens, puis ça, je vais le dire à ceux qui nous écoutent, aux artistes puis aux gens, il y a toujours des gens qui marquent une carrière. Moi, personnellement, j'arrivais dans ce milieu-là, il y a 20 ans, j'étais un kid, j'avais 22 ans, puis tu as été dans ceux qui ont accepté de me parler, puis de me donner des conseils parce que je commençais, j'étais plus ou moins malhabile. Toi, tu es un gars qui avait de l'expérience, tu as accepté. Puis même quand tu as passé dans l'autre côté au niveau de la diffusion, tu as toujours été là, puis on a toujours eu des beaux échanges constructifs ensemble. Puis tu m'as toujours permis d'avancer. Fait que ça, c'est pas tout le monde qui a fait ça. Puis ça, je pense que je peux te donner le crédit, Jean-Sylvain. Tu es un gars qui m'a, moi, influencé dans ma carrière. Mon Dieu, ça me touche beaucoup. Écoute, on ne sait jamais hein, la portée de l'influence qu'on peut avoir. C'est des gens, totalement. D'une période de ma vie, tu sais, que ce soit un professeur, peu importe, pas toujours nécessairement ton père, ta mère, un frère, une sœur qui nous marque. Des fois, c'est des gens comme ça qui nous marquent. Et écoute, je prends juste 30 secondes. J'ai eu un petit passage, en fait, dans l'automobile. Oui. Dans ma vie. Et puis, bon, écoute, c'est ma première job. Tu sais, mon père a eu 3 concessionnaires automobiles. J'ai eu un travail d'été assez jeune, à l'âge de 14 ans dans l'automobile. Et j'avais un patron qui s'appelait Marcel. Okay. Marcel, écoute, Marcel, un homme extraordinaire qui souriait, qui était vraiment, pour lui, là, c'était le fun de travailler, puis il voulait donc nous le communiquer. Okay. Puis comme c'était, bon, le concessionnaire de mon père, bien entendu, mon père ne voulait pas être mon patron, hein, c'était mon père et tout ça. Donc, ben, il a comme mandaté Marcel de dire, écoute, là, tu sais, casse-le un peu, là, prends-le sur ta charge, là, puis tu vas voir, tu sais, fais-en un bon travaillant. Et Marcel m'a enseigné la joie du travail, puis le bonheur de travailler. Peu importe ce que tu fais. Tu sais, je l'avais des chars, là, tu sais. Non, mais il reste qu'au final, tu vois, c'est ça. Il t'a marqué, Marcel? Exact. Il m'a marqué assez que, dans la trentaine, à un moment, Marcel avait eu un parcours difficile. Marcel avait eu un enfant qui a fait de la prison. Il y a eu de la violence un petit peu dans la famille. Tout ça, c'était pas facile, sa vie. Mais il m'a marqué. Puis il a été là pour moi beaucoup, puis il m'a communiqué, puis il était toujours souriant avec tout le monde. Puis un jour, je me suis dit, hey, moi, là, Marcel, il était important pour moi dans ma vie. J'y avais écrit une petite carte, tu sais. J'avais dit, Marcel, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez de moi, mais, tu sais, j'ai travaillé chez Elliott Ford à Saint-Jérôme, puis vous avez été mon patron, puis c'est incroyable l'influence que vous avez eue sur la suite de ma vie professionnelle et personnelle. Tu sais. Alors, je veux vous remercier. Écoute, 2 mois plus tard, je reçois une carte avec plein de fautes d'orthographe. Le fameux Marcel m'écrit, qui s'excuse de ne pas avoir pu m'écrire plus vite que ça, parce qu'à chaque fois qu'il voulait écrire, il pleurait. Mon Dieu. Il disait qu'il n'avait jamais eu conscience qu'il avait eu une si grande influence sur la vie de quelqu'un. Il a eu la misère avec lui comme père avec son enfant. Mais il était heureux de savoir qu'il avait marqué la vie de quelqu'un.
Fait que, tu sais, dans notre vie, on a toujours chacun son Marcel. Alors, si j'ai été un peu ton Marcel. Ben oui, parce que, écoute, tu le sais, c'est un milieu qui est très fermé, c'est un milieu qui ne se parle pas beaucoup, les échanges ne sont pas nécessairement. Tu sais, c'est pas dans les coutumes, je pense, de notre industrie. Les choses se gardaient plutôt, toutes des petites chasses gardées. Puis toi, tu acceptais de communiquer avec moi, puis de me jaser, puis de prendre un verre, puis de dire, hey, on va prendre un verre, on va jaser. Puis ça, moi, tu sais, il n'y en a pas eu beaucoup dans ma carrière, mais il y a eu toi, entre autres, qui a toujours accepté d'avoir des vraies belles discussions avec moi, avec une franchise, puis une honnêteté, puis que tu sentais pas qu'il n'y avait aucun intérêt. C'était vraiment juste dans le but de transmettre quelque chose. Puis ça, moi, j'ai toujours apprécié ça et je t'en remercie. Ben écoute, j'en suis touché. Merci bien. Et donc, justement, parlant de concession, j'ai fait un petit Wikipédia de toi. Donc, toi, dans les faits, tu as un diplôme en administration, puis ensuite, tu débutes ta carrière donc, comme copropriétaire d'un studio d'enregistrement. Ensuite de ça, directeur des ressources humaines et producteur chez Avanti Plus, qui était une maison de disques. Producteur à ton compte par la suite, vice-président production chez Zing. Ensuite de ça, tu fondes Musicor Spectacle. Par la suite, en 2012, tu deviens directeur général de Juliette Lassonde et ensuite, en 2015, directeur général et artistique. Donc, un parcours, en plus de ça, tu as produit des artistes comme Mario Pelcha, Daniel Lemire, Serge Lama, Donald Lautrec, Marie-Lise Pilote, Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault, je vois Linda, oui, c'est ça, Linda Talley. Bref, tu as un parcours hallucinant, là. Ben écoute, oui, écoute, effectivement, quand on regarde ça, quand on se fait dire ça comme ça, on se rend compte que, hop là, on a fait des affaires, hein? Non, mais sincèrement, parce que, tu sais, c'est quand même, tu as touché à plusieurs trucs. Tu sais, d'abord, de partir un studio d'enregistrement, c'est que tu étais musicien. Là. Moi, je le sais, tu fais de la musique, mais donc, c'est-tu à cause de ça? Tu étais musicien, tu as dit, OK, je pars dans l'industrie de la musique? Parce que tu aurais pu travailler pour ton père, en effet. Oui, tout à fait. En fait, c'était fait un peu de façon parallèle, mais principalement au studio à l'époque. Faut savoir, oui, j'étais musicien. En fait, j'ai toujours été un créateur, aussi entrepreneur. Donc, j'ai ça dans le sang. J'ai toujours été assez partagé, je te dirais, entre ces deux. C'est même pas une dualité, là. Ça fait partie de moi, le côté entrepreneurial. Mais mon côté artistique est très fort. Bon, j'ai été musicien très jeune. J'étais organiste. Wow. Et par la suite, pianiste et tout ça, pianiste pour de la danse, des trucs comme ça. Pendant quelques années de ma vie, j'avais même pas de télé à la maison, j'avais juste mon piano à queue. Mais ceci étant dit, le côté studio, en fait, il y avait un côté bulle bien intéressant, puis il y avait un côté bien entrepreneur aussi. C'était une business. Donc, c'était bien intéressant. Ce qui m'avait poussé vers le studio, très honnêtement, j'ai un peu un complexe en tant que musicien, parce que moi, je n'étais pas un performeur. Là. Moi, jamais avec des chums, j'avais un peu de misère. Moi, j'ai eu 3 groupes dans ma vie, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais ma force, moi, c'était dans la création, la composition, les arrangements et tout ça. Donc, le côté studio, là, il était bien fort. Okay. Alors, mais effectivement, avec la business, le studio, j'avais un associé, Mark Nichols, qui est encore dans la production aujourd'hui. Mais ceci étant dit, il a fait plusieurs trucs dans sa vie avec Mixmania, Gabriel des Trois-Maisons et tout. Puis écoute, c'était un peu c'était mon associé. C'était presque mon époux professionnel. On a eu vraiment un beau parcours ensemble. Et on a fait bien des choses, hein. Toujours dans la création aussi. Je ne sais pas si tu te souviens de l'émission de télé Frippe et Pouille qui était au Canal Famille. Donc, j'ai été impliqué dans ce projet-là là, depuis presque ses débuts. Donc, à l'époque où Frippe et Pouille était avec la bande élastique, une maison de production. Par la suite, Richard Vincent, l'associé principal de la bande élastique, était décédé. Je les ai aidés à accompagner un petit peu là-dedans. Mais une fois que j'ai eu le studio, on a produit un bel album, Frippe et Pouille autour du monde. J'étais associé avec Alexandre Stanquet, les éditions Confragan. Donc, un beau projet, vraiment le fun, qui me permettait là, de continuer la création tout en gardant la business du studio. Mais, un jour, en 1993, en fait, donc j'avais mon studio, la technologie commençait à changer. Nous, on était avec des grosses Ampex, là, des grosses bobines et tout. On s'en allait vers le DAT, vers le digital. Il y avait encore des investissements à faire et tout. Puis, mon père, à un moment donné, me dit, écoute, pourquoi tu t'en viens pas travailler pour moi? Mon père était dans l'automobile. Quelques mois auparavant, il y avait eu un gros incendie au concessionnaire.
Et donc, je voyais bien que mon père aussi avait besoin d'aide un peu. Puis il m'a dit, pourquoi tu t'en viens pas avec moi? Tu vas faire du cash, puis tout ça. Puis, ben oui, ben, je suis bien, là, tu sais, moi, je paye mon loyer, mon épicerie, mon auto. Oui, mais tu sais, faire du cash, là, tu sais, bel business, là. De la vraie business, là. Un vrai business. Et, tu sais, avec le bateau, puis tout. Mais c'était super intéressant. Tu sais, donc, écoute, tu sais, il y a eu besoin d'aide, puis je suis allé, puis bon, j'ai vendu mes parts à mon associé à l'époque, et puis du studio. Je suis allé donc, j'ai dit, regarde, je vais te donner 1 an, et j'ai aimé ça. Okay. J'ai aimé ça, j'ai aimé le côté proximité, service à clientèle et tout, beaucoup. J'ai même repris les rênes de la concession. Là, après 1 an, j'ai pris la vice-présidente de la concession. Mon père avait aussi une autre compagnie de fabrication de fourgons qui s'appelait Camspec International. Donc, tu faisais des camions à lait, des camions à pain, toutes sortes de trucs comme ça. Ceci étant dit, juste un instant, je suis en live. J'ai quelqu'un qui Mais c'est les joies du live, c'est parfait. rentre. Alors, donc, long story short, j'ai vraiment aimé l'industrie. Mais bon, le milieu de l'automobile étant ce qu'il est, j'aimais beaucoup ça. J'avais même beaucoup la business, mais mon côté artistique était quand même encore très fort. Et à l'époque, ma sœur, Chantal Bourdelais, pour ceux qui la connaissent, ben, elle avait racheté les parts de Jean-Claude Espérance chez Avanti. OK. Et puis, elle m'a dit à un moment, écoute, pourquoi tu t'en viendrais pas avec moi? Elle dit, moi, les RH, c'est pas ma force. Toi, je sais que tu as le tour avec les employés et tout. J'aimerais ça que tu viennes t'occuper des RH chez nous et je fonde une division disque. Donc, j'aimerais ça que tu puisses venir t'occuper de la division disque. Alors, mon Dieu, gros dilemme. Elle me disait, tu sais, 2020, c'est mon surnom. 2020, c'est mon surnom familial. Et elle me disait 2020, tu sais, elle dit oui, elle dit je te connais assez pour te dire que tu n'es peut-être pas totalement heureux. Elle dit tu as besoin d'être encore dans le jet set un peu, c'est toi ça. Ça m'a travaillé, ça m'a shaké un peu, la business familiale un peu. Là, je disais, ah, wow, j'étais très, très partagé. Mais mon père m'a toujours dit une chose en vie, c'est important de faire ce qu'on aime, peu importe c'est quoi. Donc, j'avais eu cette discussion-là avec lui, puis il me dit, regarde, je peux pas t'attacher. Tu sais, là, c'est ta sœur qui a besoin d'aide, vas-y. Tu étais là pour moi à un moment précis, je l'apprécie beaucoup. Puis, ben, regarde, si ton cœur t'appelle vers ta sœur, vas-y, c'est elle qui a besoin de toi, vas-y. Alors, je suis allé avec elle, c'était aussi un beau parcours. Je comprends. Et donc, écoute, je peux continuer encore. Après ça, tu t'es mis donc là, tu étais plus du côté agent et tout ça. Puis bon, il reste que ta fibre entrepreneuriale était bien exploitée dans tous ces jobs-là, même fonder Musicor Spectacle. Je veux dire, ça prenait un entrepreneur pour faire ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'un gars qui a toujours eu un peu le contrôle, entre guillemets, de ses affaires, se retrouve dans une structure de diffusion où là, il y a un conseil d'administration. Ça peut avoir de l'air assez complexe à gérer. Tu as des tenants et aboutissants qui sont probablement bien différents. Tu as de la politique un peu à faire, il y a différents trucs. Comment qu'est-ce qui fait qu'on décide? C'est-tu le goût juste de vivre d'autres choses ou tu as quand même une situation qui te permet, parce que les CA, on ne se le cachera pas, pour beaucoup, c'est un peu la bête noire. Ils disent qu'il faut qu'ils se revirent vers leur CA, puis bon, ça devient peut-être un irritant dans la gestion. Toi, comme entrepreneur ou intrapreneur, comment tu gères ça? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée et dire OK, je l'essaye? Écoute, très honnêtement, moi, les conseils d'administration, ça m'a jamais fait peur. C'est une autre dynamique. Je suis allé à la grande école, moi, avec Musicor Spectacle, avec des conseils d'administration quand même importants, d'avoir des comptes à rendre aussi. Chez Québécois, vous savez, c'est quoi? C'est quand même une grosse boîte et tout ça. Donc, je suis allé à l'école de l'importance de bien maîtriser ce que tu as à dire. Okay. Je te dirais, et comment bien, quand tu maîtrises ta matière, puis tu es capable de vendre. Tu sais, Jean-Marc Chaput a déjà dit vivre, c'est vendre. Hein? Il a sorti un livre il y a plusieurs années là-dessus. Ça m'a beaucoup influencé d'ailleurs dans ma jeunesse parce que mon père avait travaillé avec Jean-Marc Chaput, j'avais 8 ans. Et ceci étant dit, ça m'avait beaucoup influencé. Puis, c'est comme ça. Hein? Alors, un conseil d'administration, ben, à partir du moment où tu es confiant et que tu leur démontres ta confiance aussi, hein, je pense que
Et ça se fait, ça aussi, avec des employés. À partir du moment où tu laisses du lousse à tes employés, c'est un terme qui est peut-être drôle, mais qui est comme ça, puis que, bon, tu peux superviser, puis à partir du moment où la confiance est là, puis que tu démontres que, ben écoute, juste de les laisser aller avec une certaine supervision, ils te démontrent leur confiance, ben c'est comme ça. Donc, un conseil d'administration, c'est le même principe. Okay. Donc, à partir du moment où il y a des lignes directrices, ben, tout se fait de bien. Ça se fait bien. Mais ça me faisait pas peur. Ça te faisait pas peur, mais il reste que là, toi, la diffusion, est-ce que c'est aussi parce que j'ai lu en quelque part que ton père avait été un des premiers diffuseurs de spectacles au Québec. Donc, c'est-tu de là que ça te venait l'envie d'aller à la diffusion? Ben, en fait, j'ai baigné un petit peu là-dedans. Mon père avait un partenaire qui s'appelait Yvon, en fait, qui était un peu comme un oncle et qui faisait venir des artistes de la France. Tu sais, moi, j'ai connu Dalida, Mireille Mathieu, même une photo sur les genoux de Dalida, là, tu sais. Et Serge Lama et tout. Donc, effectivement, tu sais, à l'âge de 15 ans, je roulais des fils. C'était à l'Habitat Saint-Camille à Montréal-Nord. Okay. Et mon père avait le bar aussi à l'intérieur. Il y a le côté entrepreneur aussi qui était là-dedans, qui m'a influencé. Côté diffusion, côté entrepreneur, toujours. Hein, côté artistique, côté business. Ben oui, ça m'a influencé. Ça m'a influencé. Puis, très honnêtement, quand j'avais vu l'offre d'emploi ici à Saint-Hyacinthe, c'était vraiment comme un cupidon qui m'envoyait une flèche d'amour. C'est pour toi ça. Et ça m'a vraiment interpellé. J'ai vibré fort. Tu sais. Parce que tu voyais vraiment la possibilité d'avoir les deux côtés, donc d'exploiter tes qualités d'entrepreneur tout en faisant de la diffusion et de la direction artistique. Oui. C'est comme si c'était une opportunité de travail qui venait combler un peu tout ce que j'avais fait dans ma vie en création, en gestion d'équipe, en automobile, en service à clientèle aussi, hein, c'est très important. Donc, dans l'automobile, c'était très, très, très présent. Puis ici, au Centre des Arts, c'est super important, l'attachement et la relation qu'il y a avec la clientèle. Donc, ça venait combler un peu tout ça. Je trouvais ça intéressant. Puis, en tout cas, bref, je suis maintenant ici depuis 2012. Alors, et j'en suis très heureux. Puis vous avez une relation qui est particulière parce que quand tu dis ça, tu sais, la proximité, tout ça, tu sais, on a souvent eu des discussions. Toi, il y a vraiment une proximité entre vous et votre clientèle. Tu sais, les gens vous connaissent, ils vous interpellent sur différents trucs, puis vous les écoutez dans le sens où c'est pas juste un commentaire que tu reçois, puis tu dis, tu m'as déjà fait part de commentaires de gens qui étaient venus te voir après des spectacles qu'on avait présentés pour dire, hey, tu sais, Madame Hélène, elle m'a dit, je dis Madame Hélène, je me souviens pas des noms, mais il reste qu'au final, elle nous a dit que, où mon public a adoré, j'ai eu d'excellents commentaires. Fait il y a cette relation-là, mais est-ce que ça vient évidemment teinter tes programmations? Je ne peux pas croire. Oui, assurément. Tu sais, dans une programmation, en fait, c'est ce qui est totalement différent, je te dirais, comme producteur de spectacle. Producteur de spectacle, tu vas essayer de propulser un artiste, une production, peu importe, sur une période de temps X. Ici, on est en renouvellement constant, là, tu sais, avec plus de 200 shows par année, dans plusieurs disciplines, le théâtre, danse, musique, chanson, cirque, humour, variété. À l'intérieur de ces disciplines-là, il y a beaucoup de clientèle. Exemple, en chanson, ben, il faut autant satisfaire la clientèle hip-hop, heavy metal, rock progressif, chanson folk, chanson populaire, chanson classique, opéra. Tu sais, c'est vaste. Donc, il y a beaucoup d'âge aussi. Donc, à l'intérieur des disciplines, il y a différentes tranches d'âge. C'est vraiment complexe de bâtir une programmation pour être capable de, je dirais, pas contenter tout le monde, mais je dirais essayer que chaque personne puisse se reconnaître dans une programmation. C'est très important dans la communauté ici, là, dans la MRC de Mascoutin, puis on rayonne assez large aussi. Là. Mais c'est important et on est sensible à ça. Parce que toi, c'est ça, les gens ne réalisent pas qu'il y a une espèce de compétition quand même aussi autour. Parce que toi, Drummondville est à côté, tu as d'autres salles qui sont Brossard, tu sais, tout est assez proche de toi. Là. Oui. Tu sais, je vois pas ça tant comme de la compétition, tu sais, parce qu'on est tous aussi un petit peu comme enfin, on est des collègues de la diffusion, mais il faut quand même juste faire attention lorsque on a certains artistes qui viennent, tu sais, par exemple, parlant des gens
qui m'ont influencé, qui m'ont appuyé dans ma démarche. Tu en fais partie, Vincent. Tu sais, grâce à toi, on a fait venir des artistes comme Loverboy, Honeymoon Suite. Tu sais, Loverboy, là, moi, j'avais l'impression d'être à Walt Disney. Là, tu sais, j'étais ticu, j'avais 15 ans. Je tripais sur Loverboy. Tu sais, autant j'ai trippé sur Ozzy Osbourne. Autant, il trippe encore sur Ozzy, mais bon. Et Loverboy, ben écoute, grâce à toi, je les ai eus dans ma salle ici. Et grâce à toi, on a rayonné jusqu'au Vermont. C'est une clientèle du Vermont qui venait jamais voir des shows ici à Saint-Hyacinthe. Et on a développé cette relation-là avec une partie de la clientèle du nord des États-Unis qui viennent voir des spectacles maintenant. On a fait Saga, on a fait des trucs intéressants grâce à toi. Donc, tu sais, c'est au niveau des clientèles, là, on essaie vraiment d'aller les rejoindre de toutes les façons. Tu sais. Puis ça, pour les professionnels qui écoutent, c'est juste mettre en lumière cette affaire-là parce que souvent, on néglige un peu l'importance des relations qu'on a dans notre parcours. Puis il reste que ce que je vois, puis ce qui ressort, c'est que la relation est vraiment importante. Tu sais, toi, par exemple, tu as une relation particulière avec Serge Lama ou tu as une relation particulière avec moi qui te permet de réussir ces coups-là qui font en sorte que tu n'aurais jamais peut-être pensé pour le consommateur que Loverboy irait à Saint-Hyacinthe. Et pourtant, vous êtes sur le T-shirt. Tu sais? Je veux dire, c'est pour reprendre ça des années 80, ça trahit nos âges, mais il reste qu'au final. Tu sais, Saint-Hyacinthe est écrit sur le T-shirt, la même chose sur Saga. Tu sais. Donc, toi, comment la relation, toi, tu tiens tout le temps à maintenir ça autant avec ta clientèle qu'avec tes partenaires d'affaires? Exactement. Puis, tu sais, en fait, on parlait de politique tantôt. Tu sais, c'est le fun, un rapport annuel ou à l'hôtel de ville de dire, ben écoute, on a Loverboy qui vient à Saint-Hyacinthe là, dans le rayonnement, puis de voir que, tu sais, on parle de provenance, là, c'est une grande influence aussi là, au niveau rayonnement qu'une salle de spectacle peut avoir. Tu sais, bon an, mal an, on a généralement à peu près, là, je te dirais, entre 50 et 55 de notre clientèle qui provient de l'extérieur de la MRC des Mascoutins. C'est énorme. Mais tu sais, quand on fait venir un show comme Loverboy, tu sais, on a 80-82 des gens qui viennent de l'extérieur. Là. Donc, tu as une clientèle qui provient de l'extérieur, qui vient mettre de l'essence à Saint-Hyacinthe, qui vient manger au restaurant, qui viennent prendre un verre au pub, qui viennent manger un burger, qui vont au vieux marché, qui vont peut-être s'acheter des vêtements dans des boutiques. On a une importance sur l'économie également en diffusion et ça, en période COVID, je pourrais dire qu'on a encore plus ce réflexe-là et ce souci-là de vouloir non seulement préserver l'écosystème complet, hein, l'importance de garder l'industrie en vie. Là. Tu sais, comme toi, comme agent, comment c'est difficile actuellement parce que, écoute, on fait puis on défait des programmations constamment. Vous êtes payé mais quand le show a lieu, quand on reporte, quand on annule, c'est complexe, là, ça a des conséquences financières grandes, importantes. Donc, ce qu'on veut faire en période COVID, c'est quoi? C'est maintenir tout cet écosystème-là, là, l'importance de travailler main dans la main avec vous, les agents, les producteurs, les artistes, les artisans culturels, mais nos employés qui travaillent, mais aussi les restaurateurs, les gens qui gravitent autour de l'économie locale. On a tout ce souci-là, qui, je pourrais dire des fois qu'on sous-estime et qui a une grande importance dans toute la chaîne. Tu sais. Puis là, je pense qu'effectivement, comme tu dis, en ce moment, le contexte actuel fait en sorte que je pense que même toi qui as des liens avec les instances de la ville, ces choses-là, je pense qu'ils réalisent de plus en plus que le diffuseur est important dans le milieu puis que c'est un moteur économique important pour faire, comme tu dis, vivre la restauration, les stations d'essence, le dépanneur. Il y a plein de gens qui sont employés à cause de ça. Puis que certains restaurants, moi je voyais même à Québec, certains restaurants qui vivent soit parce que là, un édifice du gouvernement est vide, ils ne vivent plus. Puis ou d'autres disent, ben moi, si la salle de spectacle ne tourne pas, je ne peux pas rien faire. Si je n'ai pas de show, ça a un impact énorme. Exact. Fait que ça, souvent, c'est ça qui est le fun parce qu'on fait réaliser aux gens que c'est pas juste de dire, ah, ben Jean-Sylvain, il book des shows, lui, puis il est dans, il a du fun, puis il s'amuse. Mais non, il y a tout un contexte en arrière de ça qui fait en sorte que c'est plus important qu'on pense. Tu sais, l'an de rien, là, tu sais, on vient juste de terminer notre rapport annuel, tu sais. Et puis, tu sais, on le dit en première page, là, tu sais, bon, chiffre d'affaires et tout ça, bon, un peu moins que les années passées à cause de la COVID. Mais écoute, tu sais, 13 millions de retombées économiques dans la région, là. C'est énorme.
C'est incroyable. Tu sais, on sous-estime ça quelquefois ou on ne voit pas l'impact que ça peut avoir. Et c'est important. C'est énorme. C'est énorme. Puis là, toi, donc, oui? Il y a un truc qui est important que les gens ont peut-être besoin de savoir aussi, l'importance pour nous, j'en parlais un petit peu tantôt, là, de préserver toute la chaîne, mais nous, en diffusion, il y a une matière première qui est intéressante, qui est importante et je te dirais essentielle, mais c'est les productions, c'est le travail des artistes et tout. Si on n'a plus cette matière première-là, ben on n'aura pas de spectacle à proposer. Au même titre que si je fabriquais des voitures, j'avais besoin d'aluminium, puis qu'il n'y a plus d'aluminium de disponible sur le marché, je fais quoi? Je fais plus de char, tu sais. J'ai vire en fibre de verre. Non, totalement. Mais actuellement, là, dans l'industrie, là, on a besoin de cette matière première-là plus que jamais, d'où l'importance de bien travailler en relation les uns avec les autres dans cette traversée du désert qu'on vit tous ensemble. C'est clair, puis je pense que, en limite, si tu vas me permettre cet éditorial-là, mais je pense que l'artiste, maintenant, reprend un peu plus ses droits parce que là, on avait peut-être un peu oublié ça à travers les années, puis la diffusion, ça allait quand même bien. L'humour vendait beaucoup de billets. La musique, certains projets, c'était démocratisé, ce qui fait qu'il y a 20 ans, l'Overboy à Saint-Hyacinthe, ça se pouvait pas parce que les tournées, c'était ce qu'elles étaient. Aujourd'hui, c'est rendu possible, donc il y a une démocratisation. Mais il reste qu'au final, on avait peut-être un peu perdu de vue l'importance de l'artiste puis de la matière première. Puis là, aujourd'hui, je trouve qu'ils reprennent leur lettre de noblesse, en disant ben, si on n'a pas ta création, et moi comme agent, et toi comme diffuseur, on ne peut rien faire. Exact. Tout à fait. Puis ça, c'est. Mais là, j'ai bifurqué sur l'humour, mais moi, je suis moins familier, mais toi, tu baignes dedans, tu es sur le conseil d'administration de l'API. Comment se porte l'humour au Québec en ce moment dans un contexte qui n'est pas évident? Moi, en chanson, c'est tough, mais en humour, c'est-tu la même réalité? Oui, c'est fragile, je te dirais, actuellement. C'est fragile sur le psychologique aussi là, de ces artistes-là. Mon Dieu, tu sais, l'humour, là, c'est contagieux. Hein? Le rire est contagieux. Puis quand on l'a vécu, là, parce qu'on était un des premiers diffuseurs là, à rediffuser, là, on était prêts, hein, nous autres, pour la relance des spectacles. Là. Comme tu sais, j'ai fait partie avec toi du comité de concertation diffuseurs-producteurs avec la relance là maintenant. Donc, dès l'annonce de la reprise des spectacles, on était prêts, on annonçait déjà une programmation. Et encore grâce à toi, tu t'es impliqué, tu nous as fait des belles propositions artistiques. Mais au niveau de l'humour, je te donne un exemple. Mais tu sais, des artistes qui sont habitués là, d'avoir le retour de la salle immédiat avec une salle de 650 places, 700 personnes dans la salle ou en cabaret 300 places où est-ce que les rires sont immédiats, sont là. Et là, tu te retrouves en distanciation physique avec 150, 180 personnes dans la salle. Oups là! C'est pas le même retour. Et même si les gens qui sont là sont contents d'être là et tout, la réaction n'est pas là. Et alors, il y a beaucoup d'artistes qui trouvaient ça un petit peu ardu, heureux d'être là, contents d'avoir participé à la relance et au projet. Mais maudit que l'expérience n'est pas facile. Elle n'est pas facile parce que, ben écoute, tu sais, au tennis, ça te prend un partenaire. Puis, ben, si tu n'as pas de partenaire, à la limite, tu peux faire de la balle au mur. Tu peux avoir peut-être un petit peu plus une expérience qui se rapproche de ça. Puis, c'est un peu ça que les humoristes ont vécu là, en salle. Là. C'est comme l'équivalent de la balle au mur. Là. Tu sais, c'est moins challengeant. Puis, il n'y a pas de défi à se dépasser. Là. Tu sais, et c'est un travail. Puis, on travaille beaucoup à l'APIH pour essayer de garder espoir sur la suite, tu sais, parce que suite, il y aura, là. On s'entend. Non, absolument, absolument, absolument. Mais ma perception était de dire comme c'était l'humour, je pense, en tout cas, ma perception était que l'humour, globalement, était plus en santé financièrement parce que les ventes de billets étaient meilleures en général, je pense, puis tout ça. Je me disais, est-ce que pour eux, c'est peut-être, sans dire que c'est pas facile pour personne, mais est-ce que pour eux, c'est peut-être c'est plus facile à gérer qu'en chanson, nous autres, il y a vraiment une urgence, là. Non, nous l'avons vécu là, récemment, là, pour la première fois depuis longtemps. Ici, en vente de billets, là, tu sais, l'humour a toujours quand même été au premier plan. Là, écoute, on fonctionne avec l'offre et la demande aussi. Puis, ben, écoute, la demande était très forte là, au niveau de l'humour. Et la chanson a toujours été là, c'est important. Puis, on le maintient. Puis, mon Dieu, que c'est viscéral, là, moi. De toute façon,
comme musicien, c'est aussi important ouais. que d'en jouer. Ceci étant dit, au niveau des ventes de billets là, dans la reprise, là, il y a certains soirs ou certaines semaines où l'humour, pas l'humour, la chanson surpassait un peu l'humour là, dans les ventes de billets. Quand même, hein? Et curieusement, même, tu sais, bon, la clientèle était quand même très heureuse là, d'être là, mais j'entendais des fois des commentaires à la sortie pour dire, tu sais, hey, c'était le fun, belle soirée, mais hein, c'est pas pareil, hein, c'est pas comme avant. Puis si on avait ces commentaires-là en humour. En chanson, on l'avait pas. En chanson, hein, ou en musique, t'es emporté par ce qui se passe là, puis t'es vraiment imbibé de cela, mais comme expérience spectateur, au même titre comme expérience d'artiste, là, le tandem, salle, rire, joke, une ligne, un punch, anecdote, c'est, tu sais, à l'inverse, tu sais, t'as des gens comme, exemple, Michel Barrette, que, tu sais, c'est pas des jokes, là, il raconte, c'est un raconteur, tu sais, puis c'est presque de la musique ou de la chanson ou du conte, là, tu sais, lié avec l'humour, là, mais c'est pas pareil, mais dans un contexte où il y a une trame décrite avec un scripteur qui a travaillé des textes et tout, et que la salle n'est pas remplie pour répondre à ça, c'est moins facile, puis c'est moins évident, je te dirais, dans l'expérience. C'est quand même OK, ça t'amène une nuance qui est intéressante, parce que je ne l'aurais pas perçu comme ça, que la dynamique fait en sorte que même la personne qui est dans la salle vit quelque chose de différent. C'est vrai qu'en musique, un coup, tu entends la musique, je veux dire, le pianiste ou le band, ta toune, elle joue, puis c'est parti. Tu n'as pas ça, tandis qu'à part d'avoir moins de bruit à la fin, parce que ça applaudit moins fort un peu, mais c'est vrai, effectivement, parce que, puis tu vois, on a fait, il y a Denis Bouchard qui fait du théâtre en ce moment avec nous autres, puis lui, il disait qu'il adorait ça, au début, il y avait vraiment une crainte. Il dit, moi, Vincent, devant 50 personnes, je suis pas sûr, comment ça va se passer, puis il trippe au fond, parce qu'il dit, il y a une proximité, finalement, dans son truc, qui fait que, il dit, Vincent, je trippe à faire ça, j'adore ça. Mais tu vois, lui, c'est cette proximité-là, puis je pense que les gens apprécient ça aussi, parce que là, ils ont vraiment quelque chose de très proche avec le comédien. Oui, assurément. Puis, il y a une différence entre le public, je te dirais, de théâtre, là, parce que, par exemple, Denis avec Bang est venu faire, c'est une lecture théâtrale, donc il jouait beaucoup de personnages. Écoute, on a eu des super commentaires de la clientèle. D'ailleurs, c'est une expérience spectateur extraordinaire, de voir un comédien aussi versatile, intégré, faire plusieurs personnages comme ça dans un contexte tel qu'on le connaît actuellement. Mais le public de l'humour c'est différent. Oui, c'est différent, puis il est challengé par la réaction de la salle et tout, Alors, ceci étant dit, les gens sont contents de sortir un peu. Nous, on a une mission sociale, là, c'est encore plus que jamais, là. C'est clair. On n'est pas des marchands de fleurs, nous. Mais on n'est pas loin, On est là pour donner du bonheur aux gens puis du divertissement, Ouais. Parce qu'actuellement, il n'y en a pas beaucoup là, de bonheur dans les rues, dans les visages. Tranquille. On ne les voit pas, ils sont masqués, là, Mais on a une responsabilité sociale à vraiment continuer le plus longtemps qu'on pourra le faire, à donner cette expérience-là aux gens. Mais en gros, c'est un petit peu plus difficile. Mais en terminant, parce que là, je sais que ton temps est précieux et tu es très occupé, mais comment tu entrevois l'avenir, toi, de ton côté? Parce que là, en plus, tu peux avoir la double, tu as été diffuseur, tu as été producteur, tu es diffuseur. Fait que globalement, comment tu vois l'avenir suite à ce tumulte-là? Écoute, l'avenir, on ne sait pas, il commence où. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais je te dirais, l'après-COVID, voyons-le comme ça, va avoir laissé des traces, mais moi, je vois ça de façon très positive. Moi, je vois ça un peu comme l'après-guerre, pardon, où les gens allaient là, dans des soirées ballroom, qui allaient dans un bar, puis qui allaient là, dans des événements où il y avait bien du monde, ils étaient contents, ils dansaient, ils chantaient. On va revivre ça. Les gens vont avoir le goût de se regrouper puis de revivre l'expérience festival ou d'être au Centre Bell, collé, debout, à triper sur de la musique. On va le revivre dans nos salles. Ça va revenir, ça. Par contre, il y a une petite traversée du désert à passer. Elle est psychologique,
elle est émotive, elle est aussi pécuniaire. Hein? Pour beaucoup de personnes, là, il y a un impact pécunier qui est important, qui n'est pas négligeable. Il y a aussi l'effet peut-être un peu de la peur. Il y a des gens qui ont ça en soi, cette peur-là de cette maladie-là, qui est présente actuellement. Alors, tant aussi longtemps que ça ne sera pas sorti de nos vies, on va vivre avec ça. Donc, c'est une petite traversée du désert. Le sable est chaud, puis on n'a pas de gogoune, puis on court vite. Tu sais, on a hâte de passer au travers du désert. On a hâte que ça finisse pour que ça revienne comme c'était. Mais pas comme c'était avant, parce que je pense que ça ne reviendra pas comme c'était avant, mais au moins qu'on reprenne un air d'aller plus normal. Là. Exact. Hey, ben, je te remercie infiniment, Jean-Sylvain, d'avoir pris le temps avec nous autres. C'est super gentil. Puis j'espère qu'on va se voir bientôt en physique. Assurément, ça sera toujours un plaisir. Puis bravo pour cette initiative-là. Là. Tu fais partie des gens qui trouvent des façons alternatives là, de faire rayonner la culture. Et voilà. C'est bon. Hey, merci beaucoup, Jean-Sylvain. Bonne journée. Salut, bye-bye. Hey, c'était Jean-Sylvain Bourdelet. Je vous l'avais dit, un gars exceptionnel, un gars extraordinaire que j'apprécie énormément. J'espère que vous avez apprécié ce petit podcast avec Jean-Sylvain. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Suivez-nous. On est sur iTunes, Spotify. Amenez-nous dans votre voiture ou sur YouTube ou sur nos différentes pages Facebook. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci de nous suivre. Puis je vous dis à la prochaine. Face à face.